Le journal Patrick Cohen. À la une ce matin, le pari américain d'Emmanuel Macron, une visite d'État de 3 jours pour séduire et convaincre, notamment sur le nucléaire iranien. On verra dans un instant avec Xavier Yvon que le président français part avec un préjugé favorable auprès des Américains. Le vote cette nuit par l'Assemblée de la loi Asile et Immigration après plus de 60 heures de débat et des désaccords affichés qui laisseront des traces dans la majorité. On entendra Cédric Villani. Journée spéciale apprentissage sur Europe 1. Stéphane Place nous fera partager le quotidien d'un apprenti pour l'aéronautique près de Bordeaux. Et à 8h15, la ministre du Travail, Muriel Pénicaud. Pourquoi modifier le financement et la logique du dispositif d'apprentissage? Qu'est-ce qui va changer pour les jeunes? Dans ce journal encore, la double ration de grève dans les transports aujourd'hui à la SNCF et à Air France. On verra avec Daniel Fortin si on peut vraiment parler d'essoufflement. Le scandale Lafarge. En Syrie, les services français mis en cause. Révélation de Salomé Legrand. Et le tennis, les adieux en larmes des Françaises. Alors capitaine Yannick Noah. À Paris, le dîner à 4 avait eu lieu au 2e étage de la Tour Eiffel en juillet dernier. Ce soir, les deux couples Macron et Trump se retrouveront à Mount Vernon, l'ancienne résidence de George Washington, au sud de la capitale fédérale qui porte son nom. Les discussions diplomatiques commenceront demain. Elles s'annoncent serrées. On aura l'occasion d'y revenir. La visite d'Emmanuel Macron, en tout cas, est regardée outre-Atlantique avec beaucoup de curiosité. Xavier Yvon, vous êtes sur place et pas mal de sympathie. Le plus jeune dirigeant de la France depuis Napoléon Bonaparte. Voilà comment Fox News présentait hier Emmanuel Macron. La chaîne conservatrice lui a consacré une grande majorité de son émission très regardée du dimanche. C'est rare et ça montre bien à quel point le profil du président français intrigue les Américains. Et il leur plaît aussi, explique Roger Cohen, éditorialiste au New York Times. Les Américains aiment ce qu'on appelle ici le can-do attitude, c'est-à-dire quelqu'un qui pense, qui peut changer les choses, quelqu'un de dynamique, de jeune, une espèce de nouvelle France qui se présente. Donc il a pas mal de sympathie. Un réformateur, oui, mais pas encore assez selon les standards américains. Pour preuve, cette question sur la SNCF du journaliste de Fox News. Vous ne voulez appliquer votre réforme que pour les futurs travailleurs, mais pas les actuels, explique Chris Wallace. Ici, les conservateurs vous diraient pourquoi ne pas aller plus loin? Je ne dirige pas les États-Unis, laissez-moi diriger la France, répond Emmanuel Macron. Il y a aussi une curiosité ici sur sa relation improbable avec son ami Donald, surnommé ici l'homme qui murmurait à l'oreille de Trump. Emmanuel Macron lui a fait un clin d'œil hier en fin d'interview en reprenant le fameux slogan du président américain « Je veux rendre sa grandeur à la France ». New York, Xavier Yvon, Europe 1. En France, c'est peu après 23 heures que les députés ont conclu 7 jours de débats passionnés sur la loi Asile et Immigration, 61 heures de discussion, 1 millier d'amendements examinés et une majorité à rude épreuve. Finalement, un seul marcheur a voté contre, l'ex-PS Jean-Michel Clément, qui a aussitôt annoncé son départ du groupe. 15 autres se sont abstenus après avoir vainement tenté d'interdire l'enfermement des enfants, des mineurs étrangers en attente d'expulsion qui pourront être retenus jusqu'à 90 jours. Même le fidèle Cédric Villani a fait entendre sa petite musique. C'était hier matin. Le député mathématicien s'est fait applaudir à gauche en rappelant ce que la France doit à l'intelligence des étrangers qui sont venus chez nous. Mes chers collègues, les talents étrangers ont joué un rôle fondamental dans l'histoire française des sciences et des arts. C'était les Huygens, Lagrange, Chopin, Ionesco, Picasso et tant d'autres célèbres et moins célèbres. Que l'on songe que 3 des 4 derniers médaillés Fields français sont nés en territoire étranger. A contrario, bien des fois, la France a pu regretter de n'être pas assez ouverte aux talents étrangers. Je citerai juste celui d'un collègue mathématicien béninois qui, lassé de ne pouvoir obtenir pour sa famille un visa satisfaisant en France, est parti aux États-Unis où il a fait une carrière époustouflante. Cédric Villani qui a finalement voté pour le projet du gouvernement, mais l'épisode Asile et Immigration laissera des traces, Maxence Lambrec. Une victoire en trompe-l'œil. Bien sûr, ce texte est adopté, le marathon terminé et les bouchons ont sauté hier soir à la buvette des députés. Mais les marcheurs se réveillent avec un goût amer, un parfum de défaite, car jamais, depuis le début du quinquennat, un projet de loi n'avait recueilli une si faible majorité. 228 voix pour, vous me direz, c'était un dimanche à 23h, juste avant les congés, mais ça n'explique pas tout. Certains marcheurs ont choisi
choisi de rester chez eux. Et d'autres ont voté contre la plupart des articles, mais menacés d'expulsion. Ils se sont abstenus hier soir. 14 abstentions chez En Marche, 8 au Modem. Ça n'a rien d'anecdotique, reconnaît un cadre du parti. Le seul qui a osé voter contre, Jean-Michel Clément, a lui claqué la porte de la majorité. Une majorité qui a aussi offert au final une extraordinaire tribune à la droite et au FN. Chacun y a été de sa contre-proposition. Dans l'hémicycle, ils n'auront jamais été aussi présents. 16 heures de prise de parole contre 6 pour LREM. Et Marine Le Pen a voté les dispositions les plus restrictives, ce qui a évidemment enflammé la gauche. Tout ça explique pourquoi le gouvernement voulait en finir au plus vite avec ce texte, ne surtout pas y revenir après les vacances. Maxence Lambrec du service politique d'Europe 1. Législative partielle dans la 5e circonscription des Français de l'étranger. La députée marcheuse Samantha Cazebonne a été réélue au second tour face au candidat de la France Insoumise. La participation est inférieure à 10%. 24 heures après l'évacuation du Mont-Saint-Michel, un suspect a été interpellé tard hier soir à Caen. C'est un témoin qui a entendu cet homme se vanter d'avoir menacé de tuer les policiers. Il aurait 36 ans, déjà connu des services de police. Il a été remis aux gendarmes de la Manche pour être interrogé. Information Europe 1 ce matin de Pierre de Cossette. La grève a repris ce matin à la SNCF. Elle se poursuivra demain, 5e épisode d'arrêt de travail, avec un peu plus de trains en circulation, d'après les chiffres de la direction. Daniel Fortin, est-ce le signe que le mouvement s'essouffle ? Alors oui, il y a moins de grévistes, c'est incontestable, notamment chez les conducteurs qui seront 60% à faire grève aujourd'hui et demain. Alors c'est encore beaucoup, mais ils étaient 77% au début du mouvement. Alors, peut-on pour autant parler d'essoufflement ? C'est encore trop tôt pour le dire, mais Guillaume Pipi, le patron de la SNCF, d'ordinaire prudent, parlait hier, je le cite, d'une grève qui s'érode lentement. Il indique aussi qu'elle ne perturbera pas les examens de fin d'année pour les étudiants. Il promet enfin que le mouvement sera fini pour les vacances d'été. C'est quand même le signe d'une certaine confiance retrouvée. Qu'est-ce qui permet à la direction de la SNCF d'être aussi affirmative ? Eh bien, après l'effet de surprise devant cette nouvelle forme de grève épisode qui se déroule 2 jours sur 5, elle s'est tout simplement organisée pour mieux anticiper le nombre de grévistes à un instant T. Et on en voit le résultat, par exemple, sur le trafic TGV, où la proportion de voyages maintenus est passée de 50 à 70% depuis le début du mouvement. Désormais, la SNCF se dit capable de refaire son plan de transport chaque jour pour l'adapter aux besoins et aux effectifs. D'une certaine façon, cette nouvelle forme de grève l'a obligé à devenir plus flexible. C'est un mal pour un bien. Daniel Fortin des Échos, merci. C'est un mal pour un bien. Daniel Fortin des Échos, merci. L'apprentissage que le gouvernement veut développer et auquel Europe 1 consacre une journée spéciale. L'apprentissage, comment ça marche ? Stéphane Place a accompagné quelques jours les apprentis de l'aérocampus de Latresne, près de Bordeaux. On va vous emmener dans les coulisses de cet énorme site dédié à la formation pour l'industrie aéronautique, avec 140 apprentis qui préparent un bac pro ou un BTS aéro. C'est l'enquête du 8h. Bonjour Stéphane Place. Bonjour. Correspondant d'Europe 1 dans le Sud-Ouest. Question simple d'abord, à quoi ressemble le quotidien que vous avez partagé de ces apprentis en maintenance aéronautique ? Début de journée, non pas dans une salle de classe, mais dans un hangar immense avec ces apprentis en 2e année de maintenance aéronautique. 2 formateurs répartissent les binômes sur les différents aéronefs. Hélicoptères, Alpha Jet, entreposés ici. À chaque fois, une panne sur les appareils. Vous avez 2 heures pour localiser votre panne. Donc là, vous êtes sur un problème phare du Puma. On s'y met là parce qu'il va y avoir un peu de taf. Réparer le phare de cet hélicoptère Puma, c'est le TP, l'exercice pratique du jour. Commence une vraie enquête à la Sherlock Holmes. Vu que j'ai rien vu dans la baie de train, j'ouvre la trappe pour voir si je vois les relais. Pas de relais là-dedans, du coup je sais pas où on va chercher. 3 semaines en entreprise, 3 semaines en cours. Alexis, 21 ans. 35 heures par semaine. Les emplois du temps changent constamment. On peut avoir 4 heures d'atelier comme aujourd'hui ou bien 4 heures de théorie. L'idéal c'est de bosser tous les soirs parce que la théorie il faut quand même l'appliquer à l'atelier. Pas le temps de discuter, les 2 apprentis techniciens mettent à présent l'hélicoptère Puma sous tension et doivent faire fonctionner le phare qui pose problème. C'était un interrupteur, on a identifié le problème. C'était vraiment ça le but de toute façon, de la recherche de panne. Sur cet aérocampus près de Bordeaux, on peut donc obtenir un BTS via l'apprentissage et Stéphane, également un bac pro. Absolument, on retrouve ces apprentis dans la salle de simulation de l'A320, devant chaque élève, 2 grands écrans d'ordinateur où apparaissent les commandes, la soute de cet Airbus. Le cours, très technique, est en anglais. Et mieux vaut suivre car le formateur demande à ses apprentis de réagir aux pannes qui s'affichent sur l'écran. Déjà titulaire d'un bac S, Sofiane, 19 ans,
ans à penser à cette filière et à l'apprentissage en terminale. L'apprentissage, ça permet vraiment d'être autonome déjà financièrement, puis le permis, la voiture, tout ça. Et donc j'ai mon appartement, on est des salariés comme les autres. Ici, dans cette filière, les candidats à l'apprentissage sont de plus en plus nombreux chaque année. Terminer les clichés sur la voie de garage, la formation au rabais pour des élèves en échec scolaire. Terminer enfin presque. Karine Hilléré est la responsable de la filière aéronautique du centre de formation des apprentis de l'industrie en Aquitaine. Les parents qui peuvent parfois avoir un regard un petit peu négatif, tu vas pas partir en apprentissage ou tu vas pas faire un bac pro alors que tu viens d'avoir un bac S. Du côté de l'éducation nationale aussi, il arrive que je trouve effectivement encore des appréciations venant d'établissements scolaires, de proviseurs, indiquant que tel élève a un niveau catastrophique, un comportement qui ne convient pas et qu'il faut qu'il parte en apprentissage. Je vois encore ça. Et à la rentrée sur l'aérocampus de la Traîne est déjà prévue l'ouverture d'une nouvelle classe d'apprentis, 35 places supplémentaires. Ici, aucun élève ne se pose la question de savoir s'il va être embauché à l'issue de sa formation. Le taux de placement est de 100%. L'enquête de 8h de Stéphane Place en Gironde. Europe 1. 8h11, la suite du journal, Patrick Cohen. Que savait l'État français du financement de l'État islamique par Lafarge ? 6 dirigeants du cimentier ont été mis en examen pour avoir versé d'importantes sommes d'argent entre 2012 et 2014 à plusieurs groupes armés dont Daesh, et cela afin de continuer l'exploitation d'une cimenterie en pleine zone de guerre. L'audition début avril du directeur sûreté du groupe, révélée ce matin par Europe 1 et par Libération, met en lumière les liens étroits entre Lafarge et les services de renseignement français. Salomé Legrand. Il le dit sans détour, je leur transmettais les informations dont je disposais, toutes les informations. Devant la juge d'instruction, Jean-Claude Veillard, directeur de la sûreté du groupe Lafarge, détaille ses nombreux échanges avec les services de renseignement, que ce soit la DGSE, la DGSI et même la direction du renseignement militaire. Des échanges très réguliers et des rencontres à leur demande, insiste cet ancien commando marine qui rappelle avoir passé 40 ans au sein du ministère de la Défense avant de rejoindre le cimentier en 2008. Tous les mois, il envoie au renseignement les cartes Google réalisées par son responsable de la sûreté en Syrie et qui indiquent les positions de chaque groupe armé et les checkpoints. La juge lui demande « Étiez-vous la seule source d'information pour la DGSE ?» Il répond « Dans cette partie de la Syrie, j'aurais la prétention de le croire. » En échange, il attendait que les services l'alertent si la menace sur l'usine devenait imminente. Ce qu'ils n'ont pas fait, glisse-t-il, en affirmant qu'il était encore en rendez-vous avec eux 9 jours avant que Daesh ne s'empare du site en septembre 2014. Quelques mois plus tard, l'usine servira de base aux forces spéciales françaises, comme Jean-Claude Veillard l'avait suggéré, directement à l'Élysée. À l'étranger encore, la droite conserve le pouvoir au Paraguay. Le nouveau président s'appelle Mario Abdo. Il est le fils du secrétaire particulier du dictateur Stroessner qui a régné plus de 30 ans sur le pays. Et puis au Nicaragua, à gauche donc, le président Ortega fait marche arrière. Il renonce à sa réforme des retraites après plusieurs manifestations qui ont fait au moins 25 morts en une semaine. Europe 1, 8h13. Elles sont arrivées en conférence de presse, les larmes aux yeux, des larmes de déception pour les joueuses de tennis françaises. Elles n'iront pas en finale de la Fed Cup, battue par les Américaines 3-2. Des larmes de tristesse aussi, car hier soir, elles ont dit adieu à leur capitaine mythique Yannick Noah, qui tire sa révérence. Reportage à Aix-en-Provence, Corinne Boulou. Il y avait de l'émotion et des larmes à l'heure de quitter l'aréna du Pays d'Aix. L'élimination n'expliquait pas tout. C'était surtout la fin de l'aventure avec le capitaine Noah, ce qui ne laissait pas insensible une Kristina Mladenovic qui avait insisté pour qu'il prenne la suite d'Amélie Mauresmo. Ça va être dur à son lit. C'est vraiment un capitaine exceptionnel qui nous a énormément apporté. Son amie d'enfance, Amandine S, 204e mondiale, en sanglots, s'avouait déjà nostalgique à l'heure de retrouver des tournois de seconde zone. Je le remercie de m'avoir fait confiance. J'ai pas envie que la semaine se termine, quoi. J'ai pas envie de partir en Chine jeudi toute seule, faire des tournois pourris. C'est sûr qu'à chaque fois, la chute est assez rude pour moi. Face à l'émotion de ses joueuses, Yannick Noah, lui, a tenté de détendre l'atmosphère. Là, c'est pas un peu too much, là ? Mais enfin, voilà, ce que je souhaite, c'est que ça continue. C'est elles qui ont maintenant l'expérience et elles vont encore progresser, elles m'ont promis. Et Noah, lui, a encore rendez-vous avec l'équipe de France de Coupe Davis en septembre avant de tourner définitivement la page. Aix-en-Provence, Corinne Boulou, Europe 1. Dans un instant, l'apprentissage, on y revient avec notre invitée, la ministre du Travail, Muriel Pénicaud.